Petit 2, donc les effets sur l'équilibre du marché d'un choc d'offres et de demande. Activité 8. Alors, on fait toujours de la même façon, hein. Activité 8, là, à droite, c'est ce que vous avez. À gauche, c'est avec la correction. Donc moi, je lis ce qu'il y a ici, et après, je donne les réponses avec ce qu'il y a là. Donc ici, vous avez le plan d'offres et de demande agrégé de l'Aéros de Lautrec. Donc voilà, vous avez ici les prix qui évoluent au kilo. Hmm. Et ici, les quantités que sont prêts à offrir l'ensemble des offreurs, d'accord? C'est pour ça qu'on parle d'offres agrégées, hein, rappelez-vous, en fonction du prix. Et on constate, conformément à ce qu'on a vu, que plus le prix du kilo diminue, plus la quantité offerte par les offreurs, de manière agrégée, a tendance à baisser. Parce que bah, ça paye pas trop de vendre de l'ail rose de Lautrec, donc les gens espèrent pas, enfin souhaitent pas en vendre beaucoup, parce que ça paye pas. En dessous, c'est les quantités demandées. Donc là, plus le prix baisse, plus la quantité agrégée à demander a tendance à augmenter. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Plus le prix baisse, plus on en demande. Très bien. Et donc on a la représentation graphique ici du marché, de l'Aéros de Lautrec. La courbe d'offre croissante est ici. Et donc elle est pas placée n'importe où, hein. Ici, vous avez une gradation des quantités. Ici, une gradation des prix, et là, elle est vraiment placée exactement conformément aux prix et aux quantités qui sont dans le tableau. D'accord? Pour la quantité demandée, c'est la même chose. La courbe de demande est décroissante et elle est placée exactement, c'est comme si on avait placé les points qui sont ici. Donc là, les quantités qu'on aurait lues là en fonction du prix. Et donc au milieu, au croisement des deux courbes, se trouve ce qu'on appelle le point d'équilibre, c'est-à-dire le prix pour lequel, donc le prix d'équilibre, le prix pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité offerte, qui est donc le point optimal sur un marché de concurrence pure et parfaite. Alors répondons aux questions. Donc, pour un prix de 7 euros le kilo, combien de kilos d'ail sont prêts à vendre les offreurs? Qu'en est-il pour les demandeurs? Pour ce prix, le marché est-il à l'équilibre? Alors la réponse est ici. Pour 7 euros, vous lisez dans le tableau que la quantité offerte au niveau agrégé, c'est 800 kg, alors que la quantité demandée au niveau agrégé, c'est 620 kg. La réponse est donc que non, il y a un déséquilibre sur le marché. Pour ce prix-là, la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée. D'accord? Donc on n'est pas au point d'équilibre, on est au-dessus, puisque là, il y aura un écart en fait qui va se faire entre la quantité offerte et la quantité demandée. Question 2. D'après le graphique, au point d'équilibre du marché, quelle quantité d'ail est vendue et à quel prix? Donc, à l'équilibre, c'est-à-dire au point où la quantité offerte est égale à la quantité demandée, les quantités échangées sont de 740 kg. On le voit ici. Donc, au point d'intersection des deux courbes, il suffit de redescendre sur l'axe des abscisses et voir que c'est 740 kg qui seront échangés pour ce prix-là. Et donc le prix, ce sera 6 euros. On le lit sur l'axe des ordonnées. Ok, donc le point d'équilibre, c'est pour un prix de 6 euros le kilo, seront échangés 740 kg d'ail rose de Lautrec. Question 3. Si le prix du kilo d'ail passe de 6 euros à 7 euros, de combien augmentent les quantités offertes? De combien diminuent les quantités demandées? Donc on est d'accord qu'on est ici et on imagine qu'on passe à 7 euros. Donc là, clac, clac. Donc le prix augmente. Ça va avoir un impact sur les quantités offertes. Vous voyez bien que si le prix augmente, on se déplace là le long de la courbe d'offre et donc les quantités offertes vont avoir tendance à augmenter puisque le prix va être plus élevé. Au contraire, si le prix augmente, les quantités demandées, elles ont tendance à baisser. Vous voyez, on va se déplacer le long de la courbe de demande, mais là, ça va créer une diminution de la quantité demandée du fait de la hausse du prix de vente. Alors, de manière chiffrée, ça donne quoi? Si le prix passe de 6 à 7 euros le kilo, les quantités offertes vont augmenter de 60 tonnes par rapport au point d'équilibre. Donc voilà, les offreurs dans leur ensemble offriront 60 tonnes de plus à cause de cette hausse du prix. Et dans le même temps, la quantité demandée par les acheteurs va diminuer de 120 tonnes. D'accord? Donc je récapitule. Quand le prix au kilo augmente d'1 euro,
Ça fait que les offreurs offrent 60 tonnes de plus, tandis que les demandeurs demandent 120 tonnes de moins. D'accord? Euh, Question 4. Donc ça, gardez bien ça à l'esprit. Vous voyez bien qu'une variation du prix n'a pas exactement le même effet sur l'offre et sur la demande. Donc question 4. Compte tenu de la réponse à la question 3, quelle catégorie d'agents, offreurs ou demandeurs, est la plus sensible à une variation du prix de vente, à la hausse ou à la baisse? Justifiez votre réponse. Donc là, c'est assez intuitif, hein. Quand le prix augmente d'1 euro, les offreurs ils se motivent pour offrir 60 tonnes de plus, tandis que les demandeurs, eux, ils sont très beaucoup découragés, on va dire, très fortement découragés par la hausse du prix, et eux, ils arrêtent de demander 120 tonnes de moins. Donc on constate que c'est les demandeurs, en fait, qui sont les plus sensibles à une variation de prix, dans le sens où une même variation de prix entraîne une variation de la quantité demandée plus forte à la baisse que la quantité offerte n'est importante à la hausse. Si les demandeurs avaient demandé 60 tonnes de moins, on ne pourrait pas dire lequel des deux est le plus sensible, puisqu'ils sont également sensibles. Ils ont une sensibilité aux variations de prix égale. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est 2 fois plus sensible en fait. Quand le prix augmente, les quantités augmentent de 60, alors que les quantités demandées baissent de 120. Donc c'est clairement les demandeurs qui sont les plus sensibles à une variation de prix. Bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, voilà, il y a la phrase rédigée ici. Mais c'est des trucs, il faut saisir les choses, à mon avis, hein. Question 5. D'après vous, comment peut-on observer graphiquement cette plus ou moins grande sensibilité aux variations de prix? Bon, bah en fait, graphiquement, si vous ne l'avez pas trouvé intuitivement, en fait, on repère la sensibilité d'un agent à une variation de prix à la pente de la courbe, en fait. Que ce soit la courbe d'offre ou la courbe de demande, plus la courbe va être proche de l'axe horizontal, d'accord? Vous voyez? Alors là, vous ne pouvez pas voir, mais vous imaginez que la courbe qui est ici, elle se redresse en fait, ou alors que celle-ci s'abaisse, pour se rapprocher d'une courbe qui serait horizontale. Donc plus la courbe est proche de l'axe horizontal, plus la moindre variation du prix à la hausse ou à la baisse aura des conséquences importantes en matière de quantité demandée ou alors offerte. On se déplace très très vite d'un côté ou de l'autre en fonction d'une variation relativement faible du prix. Ok? Donc c'est comme ça qu'on évalue la sensibilité des agents à une variation de prix. L'extrême inverse, ce serait une courbe qui serait complètement verticale. Imaginez que la courbe d'offre, par exemple, elle est complètement verticale. Bah, ça veut juste dire que bah, vous pouvez faire varier le prix autant que vous voulez. La quantité, elle ne bougera pas. On se déplacera comme ça, de haut en bas, mais on ne se déplacera jamais vers la droite ou vers la gauche, puisqu'on est à la verticale. Donc des prix, comment dire, des agents insensibles au prix, ils ont plutôt une courbe de demande, par exemple, ou d'offre qui est verticale ou très proche de la verticalité. Ok? Alors un petit exercice d'entraînement, c'est la question 6, et on arrêtera la vidéo. Bon, il s'agit de voir, voilà, pour chaque schéma, lequel des deux catégories d'agents est le plus sensible à la variation de prix. Donc là, c'est facile, hein. Schéma 1, on voit bien que c'est la courbe, c'est les demandeurs qui sont les plus sensibles en fait, parce que c'est eux qui sont les plus proches de la courbe horizontale. Vous voyez, il y a moins de distance pour que la courbe de demande soit horizontale, si vous voulez, plutôt que la courbe d'offre. La courbe d'offre, il faut vraiment qu'elle se penche beaucoup pour atteindre l'horizontalité, alors que la courbe de demande, elle y est déjà quasiment presque. Ça veut dire que c'est les demandeurs qui sont les plus sensibles au prix. Pour le schéma 2, bah là c'est les offreurs qui sont les plus sensibles aux variations de prix, sont beaucoup plus proches de l'axe horizontal que ne le sont les demandeurs. La distance à parcourir pour les demandeurs est beaucoup plus grande que pour les offreurs pour atteindre l'horizontalité. Donc c'est bien les offreurs les plus sensibles aux variations de prix. Schéma numéro 3, là ça va être les offreurs, parce que vous constatez qu'en fait les demandeurs ils sont quasiment à la verticale, alors que les offreurs ils sont un peu plus penchés, donc ils sont plus proches de la droite horizontale, plus proches que ne le sont les demandeurs. Donc c'est les offreurs qui sont les plus sensibles à une variation de prix dans ce cas-là. Et enfin, là ça se répète un peu, les demandeurs ce sont eux qui sont les plus sensibles aux variations de prix, parce que bah, c'est eux les plus proches de l'axe horizontal, alors que les offreurs, eux, ils sont quasiment insensibles aux variations de prix, c'est-à-dire ils sont quasiment verticaux. La courbe d'offre est quasiment verticale, c'est-à-dire indépendante les quantités offertes seraient quasiment indépendantes des variations de prix.
Donc là, c'est vraiment les demandeurs qui sont les plus sensibles à une variation de prix. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je coupe la vidéo pour passer à l'activité numéro 9. A tout de suite.